n'était pas communiqué sur la machine en question qui était Titan, parce que ça, c'est une donnée qui est une donnée constructeur qui est assez stratégique. Les gens communiquent peu sur le taux de panne de leur machine. Aujourd'hui, on a on a une panne ou deux par jour. Et sur la machine Exaflop, ce qu'on attend, c'est qu'elle soit en capacité à fonctionner correctement au moins une journée entière. Alors ça pose un problème qui est vraiment nouveau et qui nécessite en fait de développer de nouvelles activités de recherche, aussi bien au niveau du hardware que du logiciel, qui est que votre simulation, la probabilité que votre simulation ait à s'exécuter sur une machine instable sur laquelle vous allez perdre soit un nœud de calcul, soit avoir des données qui sont perdues, est assez élevée. Ce qui signifie que aujourd'hui, dans les algorithmes qu'il faut envisager et imaginer pour ce type de machine, non seulement il faut être capable de prendre en compte le comportement numérique de vos algos qui doit être capable d'exhiber un niveau d'indépendance dans les opérations qui sont nécessaires très élevées pour être capable d'utiliser tous ces nœuds de calcul, mais en plus, il faut avoir des garde-barrières pour éviter que si vous avez un des processeurs de calcul qui intervient dans votre calcul qui tombe en panne, vous ne perdiez l'intégralité de votre calcul. D'accord ? Donc ça veut dire qu'il faut être en capacité à développer ce qu'on appelle des algorithmes. Alors aujourd'hui, le terme est largement utilisé dans d'autres contextes, mais qui sont des algorithmes dits résilients. D'accord. Et ça c'est assez nouveau, puisque jusqu'à présent, comme je vous le disais, ce à quoi les gens s'attachaient lorsqu'il y avait des développements d'outils de simulation, c'était trouver des méthodes qui numériquement étaient efficaces pour les problèmes qui devaient être résolus, et efficaces au sens où numériquement elles permettaient d'obtenir rapidement les solutions. Alors si on parle de méthodes itératives qui vont converger rapidement, mais également qui se prêtent à une mise en œuvre parallèle, donc qui sont en capacité d'exhiber pas mal de calculs indépendants. Aujourd'hui, il faut maintenant aussi rajouter cette troisième corde à l'arc de développement des logiciels, qui est la capacité d'avoir une certaine forme de résilience dans les algos. Alors une approche que vous pouvez envisager et qui est utilisée de façon assez standard pour d'autres raisons, et consiste en fait à sauver sur disque périodiquement l'état de votre calcul, de sorte que si votre machine tombe en panne, vous repartiez de ce point d'arrêt qui s'appelle un checkpoint, et vous redémarrez votre simulation à partir de cet état-là. Imaginez que vous avez un problème qui dépend du temps à résoudre, et bien tous les 10 pas de temps ou 20 pas de temps, vous sauvegardez l'état de votre calcul pour pouvoir éventuellement redémarrer. Donc ça, ce sont des choses qui existent déjà aujourd'hui, qui existaient déjà dans bon nombre de codes de calcul pour des raisons différentes. Lorsque vous allez travailler sur des machines parallèles, en fait, ces grosses machines, vous n'avez pas accès en interactif. Et il y a un système qui gère en fait les demandes de calcul, qui s'appelle le système batch. Donc vous soumettez une requête de calcul via ce système batch, dans lequel vous précisez le nombre de cœurs que vous voulez utiliser, le nombre de nœuds et le temps dont vous pensez avoir besoin pour faire la simulation en question. Alors évidemment, lorsqu'on lance un calcul, on ne sait pas nécessairement le temps exact que va prendre la simulation. Et donc, il se peut que lorsqu'on arrive si on arrive en limite supérieure du temps qu'on a demandé, le système va vous virer pour laisser de la place pour les autres. Et donc, par défaut, très souvent, on a quand même ces systèmes de checkpoints qui sont mis en place, ne serait-ce que parce qu'on va se faire virer par le batch si on s'est trompé ou si on a sous-dimensionné son temps de calcul. Mais ce type de solution qui consiste à sauver sur disque ou bien dans la mémoire des voisins l'état du calcul, en fait, n'est pas suffisant sur ces machines-là, parce qu'il y a des simulations, des estimations et puis des prédictions qui ont été faites qui montrent qu'avec un taux de panne qui serait de l'ordre de la journée, là, et sur des machines sur lesquelles il y a quelques millions de cœurs de calcul, le temps moyen entre deux pannes est inférieur au temps nécessaire pour redémarrer la machine à partir d'un checkpoint. Donc en fait, cette technologie-là et cette approche-là ne sera pas effective sur ce type d'architecture. Et donc il faut imaginer autre chose.
Et ça, c'est du boulot pour vous. Ça pourrait être une partie de votre activité si vous alliez vers ce genre de métier. Bon, ça c'est juste pour nous montrer une tendance un peu. Alors je vais faire à 2012 parce que c'est une planche que j'ai piquée d'un collègue américain, mais la tendance est la même au cours du temps. Hein. Donc là, ce qu'on représente sur cette courbe-là, c'est en bleu. Donc on a un point tous les 6 mois qui vous donne la performance de la machine classée numéro 1 dans le top 500. Vous avez en vert les puissances cumulées des 500 premières machines et vous avez en noir, la courbe en noir, la machine la moins puissante, donc celle qui est rankée 500. D'accord. Et là, vous voyez que ça tire vers la courbe en bleu. La courbe en bleu, elle est croissante essentiellement. Il y a des périodes dans lesquelles il y a des plateaux. Donc ça, c'est lorsqu'il y a des gaps technologiques qui sont franchis par certains constructeurs. Donc là, notamment, si on regarde ce qui est passé autour des années 2002-2003, on a un plateau assez important qui correspond en fait à une machine japonaise qui a été déployée au Japon pour faire du risque sismique. Pour les problèmes de tremblement de terre et possiblement un tsunami associé. Alors, c'est pas pour faire de la prévision, hein, parce que je ne sais pas si vous vous intéressez au sujet. En fait, calculer la rupture qui va provoquer un tremblement de terre, c'est quelque chose qui aujourd'hui est hors de portée. On n'a pas une connaissance suffisante du milieu pour le prévoir. En revanche, les simulations qui étaient faites sur cette machine-là étaient en fait plus des simulations d'intervention en secours après des différents scénarios de tremblement de terre qui permettaient de savoir quels étaient les ouvrages qui étaient potentiellement détériorés, voire détruits, et du coup, imaginer la mise en place de scénarios qui permettaient d'intervenir un petit peu partout sur le territoire pour aller secourir les gens qui avaient été touchés par les tremblements de terre et ou les tsunamis, puisque les tsunamis font aussi partie des choses qu'on sait à peu près simuler lorsqu'on connaît le terme source. Voilà, donc ça correspond à des plateaux. Et puis après, il y avait 2 trucs un petit peu amusants, mais pour vous donner un petit peu une idée de la vitesse à laquelle la technologie évoluait. Hein. Donc vous avez en bas le portable. Bon, c'est un portable qui à l'époque était quand même un peu gonflé puisqu'il était à 70 gigaflops. En 2012, ce portable-là avait la puissance de la dernière machine du top 500 10 ans avant. Donc là, ça vous donne une idée de la vitesse de développement des outils et des matériels, quoi. Et si vous preniez une tablette ou un téléphone, donc ça c'est peut-être quelque chose que vos téléphones sont équipés de puces, hein, donc il y a certains projets qui visent à développer des ordinateurs sur les mêmes puces que les téléphones. Et bien un téléphone en 2012 était aussi puissant que la machine classée numéro 500 15 ans avant, quoi. Donc, et le dernier petit point qui vous donne aussi un indicateur sur la vitesse à laquelle les choses évoluent. La machine qui est classée numéro 1 à un instant donné dans ce classement-là, il reste dans le classement que entre 6 et 8 ans. Donc les machines deviennent assez rapidement obsolètes. Et au bout de 7-8 ans, souvent, elles sont débranchées parce qu'elles coûtent trop cher à l'entretien et à l'alimentation. Alors si on regarde ça sur un classement qui est plus récent, c'est exactement la même chose, mais un format différent. Donc là, vous avez le classement du mois de juin, où vous retrouvez donc la machine japonaise, les 2 machines américaines et puis les machines chinoises. La tendance est la même. Hein. Enfin, vous voyez que même si éventuellement ça fléchit un petit peu sur la fin, la tendance reste la même. Et vous voyez que la tendance qui est donnée au moins sur la machine numéro 1, qui est donnée en gris, indiquait qu'on aurait dû avoir la machine Exaflop en 2020. On ne l'a pas eu en 2020. Et il se pourrait qu'on l'ait dans les années à venir, quoi. Enfin, c'est ce qui est toujours en tout cas ce qui est envisagé et espéré. Alors, si on regarde où est-ce que ces machines-là sont en fait installées et comment les choses ont évolué au cours du temps, donc là, on voit essentiellement 3 grands acteurs. Il y a l'activité, les labos de recherche qui sont généralement plutôt bien servis, qui correspondent à la partie grisée des barres.
Il y a le monde académique, donc qui fait aussi de la recherche mais dans l'université. Mais vous voyez que la partie bleue, qui correspond à l'industrie, est en tous les cas en croissance depuis la fin des années 90. On trouve de plus en plus de ressources de calcul dans le milieu industriel parce que c'est une façon de réduire les coûts de production et les coûts d'études lorsqu'on a des nouveaux produits à développer, quoi. Donc ça, c'est une vision. Alors j'ai voulu garder celle-ci parce qu'on voit apparaître. Donc ça, c'est la puissance installée en termes de ressources de calcul aux États-Unis, en Europe, au Japon et en Chine. Alors attends, peut-être que j'ai oublié un petit truc là-dessus. Là, dans l'industrie, si on regarde le classement, là, ce qu'on voit apparaître en termes d'industrie, c'est de l'industrie entre guillemets dite conventionnelle. Il y a peu d'informations, en tout cas les gens dans ces secteurs économiques communiquent peu. Il y a peu d'informations sur les infrastructures de calcul installées dans les banques. Alors les banques et tout ce qui tourne autour de la gestion des données. Google a une très forte puissance de calcul installée et communique peu sur leur puissance de calcul. Les banques ont des puissances de calcul très importantes installées, alors qu'ils ne font pas nécessairement beaucoup de calculs flottants, qui font sans doute beaucoup plus de bases de données, mais les banques ne communiquent pas sur leur moyen de calcul. Donc là, ce qui est en bleu ici, c'est essentiellement l'industrie classique manufacturière. Donc ça, c'est donc l'évolution de la puissance de calcul installée dans les différents, chez les principaux acteurs, hein, donc États-Unis, Europe, Japon, les principaux acteurs historiques. Et puis vous voyez qu'à partir du début des années 2000, la Chine s'est intéressée à ces choses-là. Et en très peu de temps, une dizaine d'années, ils sont passés d'une absence complète dans ce paysage-là à jouer les premiers rôles, puisqu'en 2010, ils étaient numéro 3 et ils ont été numéro 1 au classement en termes du top 500 alors c'était quoi? C'était 2014 ou 2015, quoi. Ils vont extrêmement vite. Si on regarde ça, quelque chose qui est un petit peu plus actuel, hein, donc ça c'est le résumé du dernier classement, la Chine est numéro 1 et en fait est installée sur le territoire chinois près de 45% de la puissance mondiale en termes calculatoires, quoi. Et puis derrière, on retrouve les États-Unis, évidemment, le Japon, en grande partie parce qu'ils ont cette belle machine qui est number one. Et puis après, vous avez l'Europe. Alors l'Europe, il y a au niveau de la Commission européenne, il y a un effort assez important qui vise à promouvoir le calcul de performance comme outil de prévision et de développement économique et sociétal, ce qui explique que si on regroupait l'ensemble des pays européens, on serait certainement devant le Japon et on serait juste derrière les États-Unis. Là, c'est fait par pays. Sur certains des pays, ce sont des machines qui sont installées, mais avec des ressources européennes. Voilà. Et puis après, vous voyez que vous avez l'Asie et puis l'Afrique qui commence à apparaître avec l'Arabie Saoudite. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de ces architectures et pourquoi est-ce que ces architectures de calculateurs évoluent? Essentiellement parce que les applications évoluent, les applications permettent, ou en tous les cas les gens qui les développent veulent introduire des niveaux de détail et avoir une fidélité de la simulation qui est toujours supérieure. Et ça, si vous voulez, c'est un petit peu un cercle vicieux, c'est-à-dire que la nature a horreur du vide. Et à partir du moment où vous avez une machine qui offre davantage de puissance de calcul, les gens qui font de la physique en particulier vont pouvoir avoir des modélisations plus fines du phénomène qui les intéresse. Et qui dit modélisation plus fine dit une interaction plus importante entre les différentes quantités qui régissent le comportement de la physique visée et généralement qui va se développer à des échelles plus petites. Ce qui veut dire que vous allez avoir besoin de stocker plus d'informations et avoir besoin de plus de puissance de calcul pour la traiter. Là-dessus, donc, les applications évoluent aussi
dans le temps, les architectures évoluent et le goulot d'étranglement dans cette affaire-là, donc le maillon faible, c'est la partie algorithmique et la partie logicielle. Parce que ça, ce sont des composantes qui nécessitent énormément de ressources humaines et de coordination dans les développements. Et c'est ce qui prend le plus de temps et qui limite l'exploitation éventuellement de ces machines-là. Donc, malgré tout, pour vous dire qu'on arrive à faire des choses qui sont, je trouve, assez impressionnantes, enfin, assez surprenantes et en tout cas fidèles en termes de reproductibilité de la physique. Ça, c'est un petit exemple que j'ai emprunté à des collègues du CERFAX qui font de la modélisation de combustion. Donc, ce que vous voyez sur la partie gauche de l'écran, c'est une chambre de combustion annulaire qui a été un banc d'essai qui est monté, je crois, à l'école centrale à Paris. Donc la partie en plexiglas, là, les deux tubes concentriques sont censés représenter, enfin, modélisent de façon assez grossière la sortie d'une turbine. Et ce qui intéresse les gens qui font ce genre de physique, c'est comprendre et arriver à bien simuler la propagation, donc l'ignition de la flamme lorsqu'on veut allumer un moteur. D'accord ? Donc l'idée, c'est par les petits trous là qui sont des injecteurs qui sont les petits disques en laiton, on va venir injecter du carburant et du comburant. On va mettre une petite étincelle en un point de cette chambre annulaire et on va regarder comment est-ce que la flamme se développe et comment est-ce que la flamme réussit à allumer tous les injecteurs. Donc on va avoir la partie filmée par de l'imagerie haute fréquence d'un côté, et puis on va avoir à côté, donc si on regarde maintenant ce qui se passe donc, dans la partie droite de la planche, donc en bas vous allez avoir le film, enfin la partie imagerie réelle, et puis au-dessus on va avoir la simulation faite sur un ordinateur. D'accord, avec le point d'ignition, je ne sais pas si vous voyez ma souris qui va être en fait, l'allumage va se faire sur ce point ici. Alors j'espère que ça va marcher. Voilà. Donc là on démarre. Oups. Oh là là. Donc là on démarre. Ici vous avez la flamme qui est allumée. Vous voyez la flamme qui est simulée. Et puis ensuite vous avez, alors sur la partie en haut on ne représente que le front de flamme, c'est-à-dire qu'on ne représente pas ce qui se passe une fois que la flamme a été allumée. On regarde juste comment se déploie la flamme. Et vous voyez qu'il y a quand même une correspondance assez troublante et assez fine entre la partie imagerie et la partie simulation. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ce genre de phénomènes qui sont relativement complexes, parce que vous avez derrière, vous simulez des fluides. Donc là, vous résolvez Navier-Stokes. Et puis, vous résolvez Navier-Stokes avec en plus de la chimie et de la combustion qui permet de comprendre quelles sont les structures de flammes qui apparaissent. Donc ça, ce sont des choses qui sont faites en utilisant pas mal de temps de calcul. Hein. Donc le temps de calcul qui a été utilisé pour faire ce genre de simulation, c'est 15 millions d'heures CPU. Ça a nécessité l'utilisation de 6000 cœurs. Et ça, sur une machine qui s'appelle Curie, qui est une machine installée à Paris. Donc si on reprend un petit peu c'est ce que représentent ces volumes de calcul, donc on est obligé de faire, donc on va faire 15 millions d'heures CPU, les CPU vont faire des temps de calcul. Si je vous demandais de faire l'opération entre les deux réels qui sont donnés ici, la 2.23, 627 blablabla, x 7, etc. Donc ça, c'est une opération flottante. Donc je ne sais pas le temps qu'il vous faudrait le lundi matin pour faire cette opération-là. Moi, je pense que si on dit qu'il faut 10 secondes, c'est qu'on est déjà rapide et plutôt bon en calcul mental. Si on a besoin de 15 millions d'heures CPU, ça veut dire qu'on va faire un nombre d'opérations flottantes sur la machine en question qui a 6000 cœurs. On va faire de l'ordre de 900 hexaflops. Donc ça, c'est pas une unité de mesure, hein, c'est juste une unité de quantité. Ça veut dire 910 puissance 18 opérations flottantes. Si on les faisait mentalement, et si on faisait l'hypothèse que la population mondiale était de
de 10 puissance 10, enfin de 10 milliards, ça veut dire que chacun d'entre nous devrait en faire 90 milliards d'opérations flottantes. Et si on les faisait pendant 10 secondes pour faire chacune de ces opérations, eh bien, pour faire l'équivalent de cette simulation-là, on aurait besoin de 685 000 années en utilisant l'intégralité de la population pour faire ces calculs-là. Donc ça, c'est juste c'est évidemment des choses qui sont complètement aberrantes, mais c'est juste pour vous donner malgré tout une idée de la puissance de calcul dont on a besoin pour faire ce genre de simulation et à quelles ressources ça correspond. Alors évidemment, si on a maintenant une machine qui est hexaflopique, qui devrait apparaître très bientôt, ce calcul-là, il ne se fait plus qu'en 15 minutes. Et 15 minutes, ça c'est des choses, je ne sais plus si je vous l'ai déjà dit, mais aujourd'hui, pour qu'un calcul soit considéré comme pertinent dans le monde industriel, il faut que le calcul soit réalisable essentiellement en 8 heures, qui est une nuit. Parce que le boulot d'ingénieur l'ingénieur qui a recours à la simulation numérique pour faire du design, il a besoin de lancer ses calculs essentiellement l'après-midi, récupérer les résultats le lendemain matin, donc ils ont tourné pendant la nuit, en faire l'analyse pendant une partie de la journée, recaler éventuellement les calculs qu'il souhaite faire pour avoir plus de détails dans certaines régions, ou bien revoir son modèle, ou bien des paramètres de son modèle, et relancer des calculs pour en faire à nouveau l'analyse le lendemain. Donc, ces machines-là, ici 15 minutes, c'est sous l'hypothèse qu'on ait l'intégralité de la machine, donc ce qui est rarement le cas, mais ce qui veut dire que ces calculs-là seront envisageables dans la journée ou en quelques journées. Quand je dis 8 heures, c'est l'optimal, mais si vous attendez 24 heures ou 48 heures, ça reste encore acceptable pour certaines études. Ce qui veut dire que ce genre de simulation qui sont extrêmement complexes, on espère, enfin les gens qui l'utilisent en tous les cas, espèrent pouvoir les utiliser dans un avenir proche pour du design. Ça, c'est justement la projection qui a été rendue publique par Boeing sur l'utilisation de ces ressources de calcul pour leurs outils de production. Donc là, il y a un terme, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, qui est le TRL. Ça vous parle, ça, niveau TRL? Technology Readiness Level. Ça veut dire quel est le niveau de maturité de l'outil en question pour une utilisation industrielle usuelle. Donc là, il y avait différents points qui étaient distingués. Donc le premier qui était la partie HPC, alors CFD, ça vous parle? C'est Computational Fluid Dynamics. D'accord, c'est mécanique des fluides numériques en français. Et vous voyez que donc tout ça part du rouge pour dire que c'est des outils qui sont essentiellement des prototypes pour faire de la veille techno, et puis après qui montent graduellement en qualité pour aller vers des TRL plutôt élevés, 8-9 là pour ce qui concerne le monde industriel en mode d'exploitation. Et que donc ce qui est envisagé par les gens de Boeing, c'est à horizon 2030, lorsque la machine hexaflopique sera disponible, c'est de faire, donc ce qui est fait ici, avec une machine avec 30 hexaflops, c'est être capable de faire un calcul instationnaire en simulant un avion en vol en train de manœuvrer, donc situation dans laquelle il y a un régime instationnaire important et puis beaucoup de physique qui se développe, en ayant une simulation complète non seulement de la mécanique de vol, mais aussi de la partie propulsion et combustion. Donc ça, c'est un doux rêve, mais enfin, c'est un objectif qu'ils ont. Aujourd'hui, on parle de plus en plus, alors c'est peut-être des termes dont vous avez entendu parler parce que les journaux s'en font aussi l'écho, de jumeaux numériques. Ça, c'est aussi quelque part, alors au moins dans le secteur aéronautique, l'objectif est d'avoir donc les appareils qui volent, enfin, quand il n'y a pas de Covid, mais d'avoir la flotte en activité, et ce qui coûte extrêmement cher aux compagnies aériennes qui exploitent ces machines-là, sont les pannes également, parce qu'immobiliser un appareil lorsqu'on n'a pas prévu de le faire pour faire de la maintenance, c'est très pénalisant. Et donc l'objectif des avionneurs, c'est être en capacité à faire une simulation numérique pour chacun pour leurs appareils, pour essayer d'avoir une prédiction la plus fine possible
de la date à laquelle la maintenance doit être programmée. Évidemment, avec sous-jacent un problème d'optimisation qui est il faut faire la maintenance avant que la panne n'arrive, mais pas trop tôt pour pas gaspiller du matériel, quoi. Et surtout le faire au moment où l'appareil est dans une zone du monde où il y a des infrastructures nécessaires pour faire l'intervention de maintenance, quoi. Donc ça, c'est une vision exploitation de ces résultats-là, et sur des choses qui peut-être vous concernent un petit peu plus en termes d'activité métier, sur la partie physique et puis algorithmique. Alors, je ne sais pas si vous avez fait de la mécanique des fluides, ou un peu, beaucoup, pas du tout. Un peu. Bon, moi, je ne suis pas un pro. Je suis pas un pro. Il y a Fred Lacou, je ne sais pas s'il est connecté. Si vous avez des questions, vous pouvez lui en parler. C'est un pro de la CFD. Donc là, avec des fluides, en fait, il y a ce qui joue un rôle important aujourd'hui, dans tous les cas dans ce secteur d'activité, c'est la modélisation de la turbulence. Donc là, il y a essentiellement 3 grandes approches. Ce qui s'appelle le RANS, c'est Average Reynolds Number. Donc il y a une approche assez grossière de la modélisation de la turbulence, mais qui permet de faire des calculs dans des temps raisonnables et qui est relativement pertinente pour des calculs stationnaires. Et puis apparaissent des modélisations beaucoup plus fines, la plus fine étant l'ALES, Large Eddy Simulation, où en fait on va essayer de simuler les petites échelles de la turbulence. Et ça, ce sont des calculs qui sont, puisqu'on a une modélisation plus fine qui est beaucoup plus chère. Donc si on regarde la ligne associée à l'ALES, là, vous voyez que ce sont des choses qui resteront d'un point de vue production industrielle avec des niveaux de TRL plutôt bas, donc toujours du prototypage, assez longtemps. Il n'y a pas d'espoir d'aller vers des choses qui soient opérationnelles de ce point de vue-là. Si on regarde des choses de point de vue algorithmique, il y a peut-être des choses dont vous avez peut-être entendu parler, qui est la quantification des incertitudes. Je ne sais pas si c'est des choses qui mélangent en fait de la simulation classique et puis des probas. Donc c'est peut-être des choses qui concerneront, pour lesquelles, en tous les cas, votre formation permettrait d'être pertinent dans ce régime-là. Donc l'idée ici, c'est de faire un calcul, mais pas un calcul déterministe où on fait l'hypothèse qu'on connaît parfaitement l'ensemble des paramètres qui régissent le phénomène qui nous intéresse. On fait l'hypothèse que les paramètres qui interviennent dans le modèle qui nous intéresse, on ne les connaît pas nécessairement, on les connaît que d'un point de vue probabilistique, on connaît que la loi de probabilité qui est définie. Donc souvent ce sont des gaussiennes, c'est ce qu'on sait le mieux manipuler. Et sous l'hypothèse que ces paramètres suivent les lois gaussiennes, on veut savoir quel va être le comportement du phénomène qui est régi par un certain nombre d'équations avec cette hypothèse de loi gaussienne sur les paramètres principaux qui régissent le comportement, et du coup d'avoir de l'information aussi probabilistique sur la sortie du calcul, donc sur le résultat du calcul, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on fixe ces paramètres, on dit pour ces paramètres-là, mon résultat de calcul est là, et on n'a aucune information sur la sensibilité à ces paramètres. Donc ça, ce sont des choses qui deviennent de plus en plus fréquents et utiles, parce que pertinents pour dans un cadre de simulation numérique. Et là, vous voyez qu'on rentre par contre sur des niveaux de TRL qui sont que ces outils-là passeront en production petit à petit dans le monde de l'aéronautique. Et puis après, il y a des choses, alors ça, je pense que vous en faites pas du tout, mais qui sont aussi extrêmement importantes, au moins pour les gens qui font de la simulation avec des EDP. C'est qu'une EDP, elle est définie, vous passez par une étape de discrétisation et donc vous plongez votre domaine 3D ou 2D dans une boîte, et puis cette boîte ensuite vous la discrétisez puisque vous n'avez pas calculé partout mais uniquement à certains points. Donc là on a des grilles et des maillages qui interviennent, et bien ces maillages, évidemment, il faut les adapter en fonction de la physique qui se développe dans la boîte en question, et donc il faut avoir des maillages adaptatifs qui soient couplés avec les 4 systèmes, donc les systèmes de CAO, de décrire la géométrie au sens purement géométrique et pas discrète des choses, et il faut arriver à faire ce couplage CAO maillage de façon efficace et en parallèle, parce qu'on va aller vers des calculs sur ces architectures et grand nombre de cœurs de calcul.
Donc ça, c'est un point de vue très industriel, enfin un exemple de point de vue industriel. Hein. Il y a des choses assez similaires en termes de projection côté Airbus, mais qui ne sont pas publiques. Il y a des projections de ce type-là également chez d'autres consommateurs de ressources de calcul comme les pétroliers. Voilà. Et puis après, il y a des choses qui sont, qui peut-être nous concernent plus en tant que citoyens, qui est l'étude de l'évolution du climat et puis avoir des prévisions des phénomènes extrêmes météorologiques qui peuvent avoir un impact fort sur nos sociétés, qui sont aussi des modélisations et des simulations qui prennent énormément de temps. Donc là, c'est des simulations. Alors, je vois plus mon écran, ce qui fait que... Pardon. Donc l'objectif ici, c'est d'avoir une prévision un forecast météo qui soit le plus précis possible. Et pour avoir une prévision météo qui soit la plus précise possible, vous avez différents axes de développement. Le premier, là, celui qui est vertical, qui est la résolution. C'est donc la petite balle qui est représentée ici, c'est la Terre. Et puis, si on veut arriver à prévoir le temps qu'il va faire sur une région du monde, c'est un problème global. Donc, généralement, on est obligé de faire la simulation sur l'intégralité de la sphère avec un raffinement local pour avoir, si on veut être plus précis sur une région du monde. Et donc là, ici, il faut être capable de multiplier, d'avoir des grilles de plus en plus fines. Et puis, vu que vous êtes en 3D, chaque fois que vous raffinez votre grille, donc là, si vous raffinez d'un facteur 100 votre Maya, vous multipliez d'un facteur 1 million le nombre de points dans votre discrétisation. Ça c'est juste un truc qui est tout bête, vous êtes en 3D, donc vous faites 100 dans chacune des directions. Donc ça, c'est une tendance, c'est à affiner les maillages. Il y a une autre tendance qui est représentée ici, qui est la complexité. Pour avoir une simulation fidèle et une prévision précise du temps, en fait, on est dans un système couplé dans lequel on va avoir un modèle qui va nous permettre de faire la simulation de l'océan. Vous savez que l'océan joue un rôle très important dans le climat et dans la météo, et en particulier la température des eaux, qui stocke une quantité d'énergie absolument phénoménale. Donc il faut avoir un modèle qui simule l'océan. Qui dit océan, ça touche les pôles, il va falloir un modèle de glace, parce que les glaces fondent. Et puis ensuite, on va avoir un modèle là, on couvre 80% de la surface, mais il manque la partie continent. Sur la partie continent, il va falloir être capable de représenter la végétation, la topographie, puisque le climat n'est pas le même en fonction de l'altitude. Il faut être capable aussi de représenter les émissions de gaz liées au fonctionnement humain. Et là, il y a un problème qui est au niveau des... et donc après avoir évidemment un modèle d'atmosphère aussi. Alors, le modèle d'atmosphère, la partie la plus compliquée dans cette affaire-là, c'est en fait être capable de simuler les nuages. Donc les nuages, on ne peut pas en avoir une représentation discrète, c'est paramétrisé. Et ça, c'est un problème qui est très difficile. Faudrait-il que pour faire des prévisions qui soient fidèles, on a besoin d'avoir une complexité qui, en termes de modélisation, sera plus fine. Et donc, il y a une prévision qui est de multiplier par entre 5 et 10 la complexité des modèles qui sont utilisés. Et puis, vous avez un autre axe ici qui est la durée et la simulation d'ensemble. Donc là, la météo, ça a été un des premiers secteurs de la simulation où justement, lié au fait qu'on n'avait pas une connaissance parfaite de l'intégralité des champs qui interviennent dans les simulations sur l'intégralité de la surface ou dans l'intégralité du volume de calcul, puisqu'il est bien trop important et on n'a pas des capteurs partout. C'est un des premiers domaines qui s'est intéressé à ces formes d'incertitude sur les calculs, et donc la solution qui est retenue ici, c'est faire ce qu'on appelle des simulations d'ensemble, c'est-à-dire faire des simulations sur lesquelles on ferait varier les conditions, essentiellement les conditions initiales du calcul, pour voir quelles sont les tendances qui s'en dégagent. D'accord. Et donc ça a à voir avec aussi des techniques d'optimisation que je pense que vous voyez par ailleurs dans votre cursus, et en particulier tout ce qui touche à la simulation des données. Donc là, plus on a un ensemble riche en
en membres, enfin, donc en réalisation, plus fidèle sera l'estimation, fidèle au sens probabilistique. Hein. Et donc on a envie de faire accroître la taille des ensembles. Donc là, les gens qui font de la météo et de la météo voudraient avoir multiplié par 10 le nombre d'ensembles. Et puis, pour arriver à caractériser un petit peu les phénomènes un peu extrêmes et les anticiper au mieux, on aimerait faire des simulations sur des temps beaucoup plus longs. Et donc là, des temps plus longs et où, parce qu'on a raffiné le maillage, souvent on a des contraintes qui lient le pas de temps et le pas de maillage. Et donc avoir des nombres d'étapes, pas de temps, qui seraient supérieurs. Donc là, on a un facteur M10 et 100. Et puis là-dedans intervient un quatrième acteur qui est en fait lié aux données, hein, parce que, comme je le disais précédemment, pour faire un calcul, notamment lorsqu'on a un système dynamique comme le temps qui se développe, on a besoin de bien connaître son état initial. Son état initial aujourd'hui, il est essentiellement lié à des observations qui historiquement étaient qui étaient des balises ou des points d'observation, hein, dont on était plutôt bien équipé, bien qu'on n'ait pas une couverture parfaite au niveau de la Terre. En mer, c'était déjà beaucoup plus sparse, étiolé, puisqu'il y avait quelques balises, quelques bouées, mais qui étaient loin de couvrir l'intégralité de la surface. Et depuis quelques années, en fait, on utilise des observations satellitaires pour reconstruire des champs de données qui sont utilisés par ces outils de simulation. Et là, vous avez une croissance absolument phénoménale du nombre de données disponibles pour manipuler ensuite ces données dans les modèles. Voilà, donc ça c'est un autre secteur qui est extrêmement consommateur de ressources de calcul, et cette fois-ci, il ne peut pas pour des vocations, pas en tous les cas pour des vocations industrielles immédiates. Hein. Vous savez bien que les gens qui font en particulier les assurances qui font leur calcul de prévision et potentiellement risque pour les remboursements associés sont aussi extrêmement attentifs à ce qui se passe dans ces domaines de prévision météo, en particulier avec le dérèglement climatique qu'on connaît aujourd'hui et puis des phénomènes dits extrêmes qui apparaissent de plus en plus souvent. Voilà, donc ça c'est les domaines. Ici, on va maintenant basculer un peu plus sur les architectures en regardant un peu plus en détail à quoi ressemble aujourd'hui la plus grosse machine installée qui est numéro 1 du classement Top 500. Donc ça c'est une photo de cette machine japonaise. Donc là on voit essentiellement les armoires qui contiennent les machines, enfin les processeurs. Première information visuelle qu'on a, c'est que malgré tout, pour installer ces machines-là, on a besoin d'une salle, d'un bâtiment qui est assez conséquent. Cette machine est installée au Japon. Donc le Japon, vous savez que c'est une zone qui est à risque sismique fort. Donc la salle en question, elle est installée dans un bâtiment qui est tout neuf, qui est monté sur des vérins pour supporter quelques vibrations qui pourraient venir d'un tremblement de terre, et elle est elle-même encapsulée dans une autre infrastructure, parce que c'est situé à Riken, en bord au niveau de la mer, et qui est censé protéger l'infrastructure en cas de tsunami s'il y avait un tremblement terrestre dans l'océan. Donc, en plus du coût de design et d'installation de ce genre de machine, il y a des coûts d'infrastructure qui sont aussi significatifs. Et ensuite, il y a un coût aussi qui est relativement important, qui est de faire fonctionner la machine. Hein, faire fonctionner la machine sur sa période d'exploitation, ça représente plus de 30% du coût complet de la machine. Donc si on regarde cette machine-là, donc ça c'est ce que vous voyez, en gros, si vous voyez une voiture, vous voyez que la carrosserie, donc là vous voyez la carrosserie de la machine. Si on descend, qu'est-ce qui pourrait faire bip ça? Voilà. Si on regarde à quoi ressemble de façon schématique le processeur qui équipe cette machine-là, alors le nom
qu'est-ce que je fais là? Voilà, le truc que je ne sais pas, je merdouille. Désolé, c'est du mauvais teasing là. Donc le processeur, j'arrive pas à relire son nom, mais c'est du... vous l'avez, vous. Si je fais ça, ok. Donc son petit nom, c'est A64FX. Donc c'est un processeur qui est à base de l'ARM qui est fondu par Fujitsu. Donc fondu, c'est celui qui le réalise. Et là, vous voyez que c'est en fait un processeur qui est composé. Alors si on compte ici les petits C, là, c'est ce qui correspond à des cœurs. D'accord, des cœurs de calcul qui sont composés d'unités d'un CPU, d'unités flottantes de calcul, etc. Donc ça, c'est un processeur en soi. Donc chacun de ces processeurs est en fait constitué, si vous les comptez, il y en a 4 groupes de 13. Alors 13, c'est curieux, parce qu'en général, l'informatique, c'est des puissances de 2 ou à minima des multiples de 2. En fait, le 13e ici, c'est un processeur qui est juste là pour faire du contrôle, donc qui n'intervient pas dans les calculs. Donc vous avez 4 groupes de 12, ce qui fait que vous avez des processeurs qui sont 48 cœurs. Donc ça vous donne le nombre de cœurs sur chacun des processeurs. Je ne sais pas si donc, le TP ou le TD-TP qu'on a fait en début de semaine, vous avez joué avec les threads OpenNP. Sur les machines que vous avez utilisées, le OMP NumThread, il était plutôt de l'ordre de 4. D'accord. Donc ce qui veut dire que sur les machines que vous avez utilisées, vous n'aviez que 4 petits cœurs, que C ici, les petits trucs, les C entourés de violet. Donc ici, les processeurs sont regroupés, enfin, les cœurs sont regroupés par paquet de 12. Pourquoi? Parce que en fait, ils partagent, ces processeurs partagent un premier niveau de mémoire. D'accord. Et puis ensuite, ils partagent également la partie centrale, là, qui est l'accès au réseau, qui se fait, alors le réseau dans cette machine-là, il s'appelle Tofu. Donc il y a une interface réseau qui est associée à ces groupes de paquets de processeurs. Si on regarde, donc ça c'est la vision fonctionnelle des choses, là si c'est juste une photographie à microscope, donc d'accord, on représente effectivement la physique de physiquement ces processeurs-là, ben, vous retrouvez que, si vous voulez compter, vous retrouvez les paquets de 6 essentiellement, et de 12 et de 24 de processeurs en question. Et si on regarde, si on fait une photo cette fois-ci extérieure, ça c'est ce à quoi ressemble le chip. D'accord. Donc là, vous avez le chip, et puis après, là, vous avez tout un tas de pins qui permet ensuite de venir le connecter à l'environnement autour, qui est le réseau, l'alimentation, etc. Donc ça, c'est... Oui. La taille à peu près physique de CPU, c'est combien? 10 cm Ah non, c'est tout petit, ça. Hein. Enfin, alors là, j'ai pas l'info, mais ces choses-là, les tailles de gravure, on est à quelques microns, quelques dizaines de microns, quoi. Donc ça, c'est tout petit. Hein. D'accord. Ça, c'est tout petit. Ben, alors, vous allez avoir une idée assez grossière sur des planches à venir quand vous verrez en fait le nombre de ces éléments qui composent la machine dont vous avez vu la photo précédemment. Quoi. Donc ça, c'est en fait ce qui est fait par Fujitsu, c'est en fait de monter 2 de ces A64FX par carte, d'accord. Et puis la partie que vous voyez ici qui est en cuivre, ben, c'est de la plomberie au sens premier du terme. C'est que ces machines-là chauffent et sur cette machine-là, le choix qui a été fait pour refroidir le processeur, c'est de le plonger dans de l'eau. De l'eau ou un liquide qui a des capacités transport calorifique supérieures. Mais majoritairement, c'est aujourd'hui de l'eau, et de l'eau qui est aussi à une température qui fait que à cette température-là, vous maximisez les échanges. Donc, sans vouloir faire de mauvais esprit, il y a quelques années, il y avait IBM qui était content d'avoir sorti un refroidissement à l'eau tiède, parce qu'il s'est aperçu qu'effectivement, l'eau n'avait pas les mêmes pouvoirs calorifiques à toutes les températures. Donc là, les 2 petits tuyaux que vous voyez là, ça c'est vraiment la robinetterie, c'est le flux entrant et sortant de l'eau. Donc ça, c'est une carte sur laquelle donc, on a deux processeurs, donc ce qu'ils appellent des CPI Memory Unit, des CMU. Et puis, les CMU et les CPU, ils les agencent. Donc, vous voyez que donc ça, c'est un processeur. Vous en avez 2 par carte CMU. Et puis,
utiliser, donc les blades, ce sont les espèces de tiroirs que vous avez sur une armoire complète. Hein. Donc ça, c'est dans un tiroir, ils appellent ça des bunch of blades. Vous en avez 16, enfin 8 CMU, ce qui fait 16 cœurs de calcul. Et puis ces blades, ils les avancent sur des étagères. Et puis ces étagères, ils en constituent des racks. Et puis ces racks, c'est ce qui compose un bloc de la machine. D'accord ? Et sur la photo précédente, il y avait en fait 396 racks installés dans la salle de calcul de cette machine Fugaku. D'accord ? Donc, et ça représente un système, c'est 152 000 cœurs de calcul. Donc une armoire, il y a 152 000 processeurs. Et ils en ont installé 396 pour assembler cette machine qui fait la moitié d'un demi-hexaflop de calcul au sens classique de la simulation, c'est-à-dire des calculs en opération flottante 64 bits. Alors, et en fait, il se trouve, et ça j'aurais peut-être pu vous le dire, mais je reviendrai peut-être un peu plus tard, en fait cette machine, elle a dépassé l'hexaflop, mais en arithmétique, non pas 64, mais en arithmétique dégradée. Et ça, je reviendrai un peu plus tard. Voilà, donc ça, c'est la façon dont on assemble ces Lego, enfin, dont ils assemblent les Lego, je ne peux pas le faire, mais dont on assemble les Lego pour construire ces machines de calcul assez puissantes. Et puis après, derrière, ce qui n'est pas représenté ici, on s'intéresse uniquement à la puissance de calcul, en gros, au moteur, mais il y a toute la partie tuyauterie aussi qui permet de faire communiquer les choses. Et donc, on a un réseau d'interconnexion en particulier. Et le réseau d'interconnexion qui est installé sur cette machine-là, c'est un réseau qui est un Tor 6D. D'accord. Donc en fait, chacun des processeurs c'est en gros un tenseur à 6 dimensions. D'accord. Et puis vous communiquez avec des voisins au sens de ce tenseur. Et vous avez 6 dimensions. Donc ça, c'est pour permettre d'avoir des échanges rapides, entre lesquels les plus rapides possibles et les plus parallèles possibles entre tous ces traitements. Alors, maintenant, si on regarde un petit peu ce qui se passe en termes de données, d'accord. Donc là, les cœurs, c'est la partie, c'est le moteur, c'est où on va cramer les données. Et puis les données, il faut de temps en temps les échanger entre cœurs parce que l'objectif de faire du calcul parallèle, c'est de faire collaborer l'ensemble de ces cœurs pour résoudre le problème qui vous intéresse. Et généralement, il y a des interactions entre les différentes composantes du calcul que l'on fait. Donc on va avoir besoin d'avoir des échanges d'informations. Ces échanges d'informations se font essentiellement par des transferts de données en mémoire, qui sont soit des transferts, soit des recopies. Donc, ici, si on a une machine avec 4 cœurs, qui correspondraient essentiellement à ce qui se passe sur la partie du BAT, à partir du moment où il y a une donnée qui est produite par un cœur et que cette donnée doit être consommée par un autre cœur qui est sur la même carte, il va y avoir un échange qui va se faire au niveau du chip. Alors ça c'est peut-être un truc que j'aurais dû dire également avant, c'est le chip et l'ensemble des cœurs, aujourd'hui c'est ce qu'on appelle un socket. Donc on va avoir des mouvements de données au sein du socket à partir du moment où les données qui rentrent en jeu sont possédées par des cœurs du même socket. Et puis donc ça c'est la partie blade, donc ça c'est ce qui va composer les tranches de votre armoire. Ça, c'est composé de plusieurs sockets. Et donc, si vous avez une donnée qui est générée par un cœur, qui doit être utilisée par un autre cœur qui est situé sur notre socket, en fait, la donnée va d'abord transiter au niveau du chipset, remonter au niveau du nœud, et puis être redescendue sur le cœur. Donc là, vous voyez apparaître des mouvements de données. Vous doutez bien que le temps de faire transiter de ces données, ça va consommer, en fait, ça va pénaliser votre calcul parce que pendant que la donnée est transférée, votre calcul, a priori, n'avance pas. Et puis, les choses deviennent de plus en plus compliquées, de plus en plus longues, si vous avez des données qui sont générées sur un cœur et utilisées sur un cœur qui n'est ni sur le même socket, ni sur le même nœud de calcul, donc sur la même étagère, et du coup, ça remonte au niveau de l'armoire. Et puis du coup, ça va commencer à transiter par ces fils bleus. Et donc là, pareil, vous avez des temps de transfert qui deviennent plus importantes. Et évidemment, si vous passez sur des données qui sont générées sur un cœur qui est dans l'armoire là-bas au fond et qui est
utilisable et dont tu as besoin, un cœur de calcul il se trouve dans cette armoire-ci, mais il va falloir faire transférer la donnée d'un point à l'autre de la machine. Et donc ça va être extrêmement consommateur de temps. Alors c'est consommateur de temps et c'est aussi consommateur d'énergie. Donc ça, c'est des choses dont on n'a peut-être pas nécessairement conscience. Donc ça, ce sont des chiffres qui sont, alors je ne sais pas si j'ai mis la date, mais qui ne sont pas tout à fait, si c'est 2011, qui sont pas à jour, mais dont les ratios, en tout cas les facteurs restent constants. Donc la première ligne ici, DP, ça signifie double précision. Donc ça, c'est un calcul qui est fait en arithmétique 64 bits. D'accord. FMAD, donc ça c'est dans le jargon, c'est un fused multiply and add. Donc c'est une opération triadique dans laquelle on va avoir 3 opérandes, A, B, C. On va faire A fois B plus C. D'accord. Donc on entrelace le calcul, en fait, de point de vue hardware, on peut entrelacer le calcul de la multiplication et de l'addition. C'est pour ça qu'on parle de fuse, multiply and add. Et si on regarde la consommation énergétique, le coût énergétique de cette opération flottante, en fait, elle est de l'ordre de 100 picojoules. Donc c'est pas grand-chose. Heureusement, parce qu'on va en faire des milliards. Donc ça fait 100 picojoules. Maintenant, si ça c'est une opération, ça c'est juste l'opération. L'opération elle se fait sur des opérandes. Ces opérandes, si on va lire les données double précision dans la mémoire RAM, et on verra qu'il y a une hiérarchie mémoire, mais dans la mémoire RAM du processeur, ça vous coûte 4800 joules. Donc là, vous avez un facteur 48 en termes de consommation énergétique entre faire l'opération sur une donnée et aller chercher la donnée en mémoire. D'accord. Et puis s'il faut passer par le réseau d'interconnexion, c'est-à-dire qu'on va chercher une donnée qui n'est pas dans la mémoire locale du processeur, mais juste sur le board, là vous prenez un facteur 2 en termes de consommation. Et puis après, si vous allez la chercher beaucoup plus loin, ça vous coûte, enfin là c'est sur cette machine-là, c'était plus cher, mais c'était pas non plus monstrueusement plus cher, quoi. Donc ça veut dire qu'il y avait un réseau qui était efficace, mais ça vous coûte quand même 90 fois plus cher que de faire l'opération sur la donnée, quoi. Donc ce qui veut dire que là, vous voyez apparaître une nouvelle contrainte également dans les algorithmes et les logiciels qu'il va falloir développer sur ce genre d'architecture. Ça va être des algorithmes qui cherchent à minimiser l'accès aux données. Et donc, en particulier, il y a un truc qui est sans doute... il y a deux choses à voir. Il va falloir minimiser les mouvements de données. Donc ça veut dire qu'il faut organiser les calculs de sorte que lorsque vous manipulez les données, essentiellement, vous allez faire le plus de travail possible dont a besoin votre algorithme sur la donnée en question. Donc on va avoir des approches très data-centriques des algorithmes et peut-être un peu moins numérique-centriques. Et ça a une deuxième conséquence, c'est que parfois on va préférer recalculer certaines quantités, qui typiquement ce sont donc les invariants de boucle. Je ne sais pas si ça vous parle. Vous savez, dans un code de calcul, lorsque vous avez des quantités qui dépendent des paramètres mais qui n'évoluent plus, finalement on les calcule une fois, on les stocke, et puis quand on a besoin, on va les stocker, on va les chercher en mémoire. D'accord. Donc ça, c'est des approches de l'hygiène de programmation qu'on apprend à l'école. Il se trouve que puisque calculer, c'est beaucoup moins cher qu'aller écrire en mémoire, il y a des algos où des mises en œuvre où on va préférer recalculer ces choses-là plutôt que les stocker en mémoire, parce que les recalculer, ça pourrait être moins cher énergétiquement et moins cher en termes de temps de calcul. Alors pourquoi est-ce qu'on est allé vers ces architectures qui sont dites multicœurs, ou many-cœurs dans certains cas? Et bien là encore, c'est essentiellement pour des raisons énergétiques. Si on regarde la puissance consommée par un processeur, en fait, elle est donnée à l'ordre 1 par la fréquence à laquelle opère la CPU fois le voltage au carré. C'est U égale RI, ça vous fait, puis P égale I carré, un truc équivalent. Donc là, pour simplifier les calculs, on dit que tout ça, tout ça est la même quantité. Donc en gros, on dit que la puissance évolue comme le cube de la fréquence.
Donc la première approche, on prend un premier cœur, d'accord, qui opère, on normalise tout ça, on dit qu'on a un cœur qui opère à une fréquence de 1 avec un voltage de 1, et donc il a une performance de 1 et il consomme une puissance de 1. Donc ça, c'est la première ligne, d'accord. On a normalisé tout ça. Et puis pour développer des processeurs ou bien des entités de calcul qui sont plus puissantes, ce qu'on peut faire, c'est augmenter la fréquence, parce que si j'augmente la fréquence, je vais être capable, dans un temps donné, de faire plus d'opérations, puisque j'ai augmenté la fréquence, j'ai réduit mon temps de cycle. Et parce que j'augmente la fréquence, j'augmente un peu le voltage aussi. J'augmente du coup ma performance dans un facteur qui est proportionnel. Donc, je fais 1,5 fois plus d'opérations par temps de cycle. Ma consommation énergétique, elle est multipliée par 3. Et donc, si je regarde le ratio opération flottante par watt, en fait, j'ai un facteur qui est plus petit que 1. Parce que j'ai, ici, en augmentant ma fréquence et mon voltage, j'ai augmenté ma puissance consommée. D'accord. Donc, j'ai gagné parce que j'ai augmenté la performance de mon processeur. Donc, il fait plus de calculs. Mais j'ai perdu parce que, sur ce critère-là, parce que pour faire plus de calculs, j'étais obligé de consommer davantage de puissance. L'approche alternative qui était introduite par l'utilisation des multicœurs, donc je vous rappelle, sur la machine actuelle, ils en ont mis, sur la F86 64, je sais pas quoi, X, là, ils en ont mis 48. L'approche alternative, c'est plutôt que de jouer sur la fréquence, ce qui a été pendant des années la façon pour les constructeurs d'augmenter la puissance de leur calculateur, c'est de multiplier le nombre d'unités de calcul, quoi, et donc de cœurs. Donc là, si on multiplie par 2 le nombre de cœurs, si on réduit la fréquence, parce que et le voltage pour essayer d'avoir quelque chose qui consomme moins, et là on a pris des chiffres qui font qu'on a la même puissance en termes d'opérations flottantes réalisées par temps de cycle, donc on a la même augmentation en termes de performance de calcul. Et bien cette fois-ci, parce qu'on a réduit la fréquence et le voltage, on a réduit la puissance consommée, et donc on a amélioré ce critère-là, qui est le nombre d'opérations flottantes réalisées par watt consommé par la machine. Donc vous voyez que technologiquement, il y avait deux approches possibles, soit travailler au niveau des processeurs en essayant de les rendre plus performants en abaissant les clock horloges, donc en augmentant les fréquences à laquelle les processeurs travaillaient. Ça, il y a la contrainte énergétique sur ces processeurs-là fait que on avait besoin de plus d'énergie. Avoir plus d'énergie, c'est pas dans le sens de l'histoire parce qu'on ne pourra pas construire de machines sur les bases de ces approches-là. Donc ça a motivé des approches et des travaux technologiques pour arriver à graver davantage de cœurs sur même plaque de silicium pour multiplier les cœurs, réduire les fréquences, donc réduire la consommation énergétique et pour autant être en capacité à faire des calculs plus rapidement. Donc si on regarde un petit peu, c'est la loi de Moore, son évolution dans le temps, donc jusqu'aux années 2000, ça c'est là. En noir, vous avez le nombre de transistors en milliers utilisés sur les cœurs de calcul. Donc on avait ce que prédisait Moore, la croissance, multiplication par 2 tous les 18 mois du nombre de processeurs gravés. Donc ça c'est à peu près vrai jusqu'aux années 2000. Si on regarde ce qui se passe en termes de fréquence, on s'est aperçu qu'en fait dans les années 2000, jusqu'aux années 2000, la puissance de calcul était obtenue essentiellement en faisant un design de chip. Et puis chaque année, en changeant le quartz, je ne sais pas si vous avez fait un peu de hard, mais la fréquence à laquelle opère le processeur, c'est un quartz qui est soumis à une certaine différence de potentiel et du coup qui se met à vibrer. C'est la vibration de ce quartz qui détermine la fréquence de l'horloge. Donc pendant des années, ce que faisaient les designers de machines et de processeurs, c'était de designer un processeur et puis chaque année gagner en puissance en changeant juste le quartz et l'horloge qui est la fréquence à laquelle opérer le processeur. Ça a trouvé sa limite parce que c'était ça consommait trop, d'accord. Et donc pour arriver à malgré tout maintenir une pseudo-loi de Moore, ce qui a été fait, c'est d'augmenter le nombre de cœurs. Donc à partir des années 2005, vous voyez apparaître le nombre de cœurs qui est croissant sur les unités de calcul qui sont utilisées, puisqu'on était aux alentours d'une dizaine. Et aujourd'hui, on est à quelques dizaines. Donc ici, du coup, ça a permis de réduire la fréquence à laquelle opéraient ces cœurs. Et du coup, si on regarde la puissance calculée,
la puissance utilisée, on a réussi à éviter une croissance linéaire qui était catastrophique pour alimenter les machines en question. Et là, donc, cette solution technologique qui a consisté à ne plus augmenter la fréquence de calcul, la fréquence des processeurs, mais de multiplier le nombre de processeurs, ça a transformé un problème qui était un problème technologique, un problème logiciel, parce que à l'époque où on augmentait la fréquence du processeur pour un code de calcul donné, il n'y avait rien à faire. Vous recompiliez, vous régénérez le code sur la machine qui, elle, avançait juste plus vite et vous n'avez rien à faire. Aujourd'hui, quand vous multipliez le nombre de cœurs, il faut que votre algo il soit en capacité à utiliser les cœurs supplémentaires à votre disposition. Ce qui veut dire que les algorithmes qui sont utilisés pour traiter les différentes simulations qu'on envisage, au cours du temps, sont amenés à évoluer et à changer, à être remplacés, parce qu'ils ne sont plus en capacité à exhiber un taux de parallélisme suffisant pour occuper l'intégralité des ressources de calcul disponibles sur la machine. Et ça veut dire qu'il faut vraiment repenser la conception et le design des méthodes numériques et de leur mise en œuvre informatique logicielle pour être capable d'utiliser ces machines-là. Alors, là, il y a une référence historique sur le Another Disruptive Technology. Donc là, on arrive à une situation effectivement qui est assez différente, qui est très différente de ce qu'on a connu dans le passé. Donc, la première disruption technologique, entre guillemets, qui est mentionnée ici, c'est l'apparition des machines parallèles, dites à mémoire distribuée, qui ont nécessité de revisiter les algorithmes et d'en développer de nouveaux pour être en capacité à utiliser ces machines et d'avoir des mises en œuvre qui soient basées sur ce qu'on appelle l'échange de messages. Donc ça, c'est ce qu'on verra en TDTP. Ça a été une étape de redesign logiciel importante dans les années 90 pour passer tous les codes qui étaient essentiellement des codes sur mémoire, machine à mémoire partagée, type OpenNP que vous êtes qu'on voit actuellement en TD, vers des mises en œuvre à l'aide de l'échange de messages. Et ça, c'est ce qu'on verra dans la deuxième partie du TD, qui est le message passing et qui est essentiellement MPI pour Message Passing Interface. Et ça, vous verrez que d'un point de vue logiciel, c'est deux mondes vraiment différents et que la marche est relativement haute pour passer de ce que vous êtes en train d'expérimenter dans OpenNP, qui est peut-être déjà une petite marche pour vous, mais vous verrez qu'assez rapidement on s'y fait. Message passing, vous verrez aussi en TDTP qu'il faut un peu plus de temps pour commencer à réfléchir dans cet environnement distribué où la difficulté principale, c'est que vous avez des cœurs de calcul ou bien votre algorithme est obligé de réfléchir en n'ayant qu'une connaissance très locale du problème. Alors que dans ce que vous allez voir là, dans OpenNP, dans la mesure où vous avez un espace d'adressage global, l'ensemble de vos processus, de vos entités de calcul qui s'appellent des threads, ont la vision complète des données et du coup ont une vision globale du problème. Donc ça veut dire qu'il faut repenser, il faut rebosser, et c'est du travail vraiment conceptuel, aussi bien conceptuel sur la partie méthodologie, quelles sont les bonnes méthodes et quelles sont les bonnes solutions numériques pour traiter une classe de problème, et ensuite la partie redéveloppement qui est réécriture et remise en œuvre logicielle de ces méthodes-là. Avec un paysage qui a légèrement changé, ce qui est que le mouvement de données devient de plus en plus cher. Et donc ça, c'est une contrainte supplémentaire qu'il va falloir prendre en compte dans le redesign de méthodes numériques, et que les opérations flottantes, elles, sont de moins en moins chères. Alors, quels sont les faits marquants, entre guillemets, de tout ça et quelles sont les nouvelles contraintes qu'il faut prendre en compte dans ce contexte-là? C'est que, ça, c'est une chose dont on n'a pas encore beaucoup parlé, mais c'est la synchronisation, donc les étapes algorithmiques de votre simulation qui nécessitent d'avoir une synchronisation entre l'ensemble des entités de calcul qui participent à votre calcul. Bien évidemment, si vous avez quelques millions d'entités de calcul, toutes les synchroniser, ça va coûter cher. Et alors une synchronisation, quand est-ce qu'on en a besoin? Vous prenez un exemple tout bête et qu'on va voir aussi en TDTP.
supposez que, alors je ne sais pas combien vous êtes là actuellement, hop, si quelqu'un, vous êtes, allez, supposons que vous ayez toute la promo et que vous soyez 50, d'accord. Supposez que j'ai un vecteur de taille 100 dont je veux calculer la norme infinie. Donc la norme infinie d'un vecteur, vous savez à quoi ça correspond? Ce que c'est? On appelle aussi la norme du max. Donc la norme infinie. C'est le max en valeur absolue du vecteur. Ouais, des composantes du vecteur. Ouais. Donc supposez que j'ai un vecteur de longueur 100 et que je veuille en calculer la norme infinie et que je souhaite que chacun de vous participe à ce calcul-là. Qu'est-ce que je peux faire? Un coef qui calcule la valeur absolue. Alors, vous pouvez répéter, je n'ai pas entendu le début. Pardon. Chacun prend un coefficient du vecteur et calcule la valeur absolue. Voilà. Alors là, il se trouve que j'en ai 200 et que vous êtes 50, donc plutôt que vous en donnez un, je vous en donne deux. Vous calculez des valeurs absolues de deux composantes, et donc là, dans la mesure où vous avez déjà deux composantes, ben vous pouvez aller un petit peu plus loin dans l'algo, c'est-à-dire que vous pouvez déjà prendre le max des deux composantes que vous avez calculées. D'accord? Maintenant, chacun connaît le max sur les deux entrées qui lui les deux composantes qui lui ont été attribuées. Si vous voulez la norme infinie, qu'est-ce qu'il faut faire? Le max de tous, maintenant. Voilà. Donc là, il faut prendre le max des max. Et donc, pour être sûr de connaître le max des max, il faut être sûr que tout le monde a fini de faire son calcul de son max local. D'accord? Et donc là apparaît cette étape dite de synchronisation, puisque vous êtes tous obligés d'arriver au même niveau de votre calcul pour pouvoir poursuivre. D'accord? Donc ça, c'est une étape de synchronisation, et ensuite, il va falloir combiner ces max locaux pour trouver le max des max. Et ça, c'est ce qui, dans le jargon qu'on va voir aussi un peu plus tard en TDTP, s'appelle une réduction. C'est une opération associative sur des résultats partiels calculés par chacune des entités de calcul. Et là, on est dans une étape qui est tout à fait celle de l'exécution qu'on a vue d'OpenNP, ce qui est une succession de fork and join, d'accord, où le join, en fait, chacun a fait une calcul partiel, chacun se rejoint pour partager son résultat partiel, pour consolider le résultat qui est le résultat dont a besoin l'algorithme pour poursuivre son calcul. Alors, ça, c'est une situation relativement simple, un calcul de norme, norme infinie en plus. Il se trouve que, malheureusement, on a quand même souvent, pour essayer de contrôler le calcul sur un domaine complet, avoir besoin d'une information globale des quantités qu'on manipule. Ce qui veut dire que ces étapes de synchronisation, elles sont quand même assez fréquentes dans les approches usuelles des méthodes de simulation. Alors, vous avez exactement le même phénomène qui apparaît si vous ne voulez pas calculer une norme et que vous voulez calculer un produit scalaire. Si je prends maintenant l'exemple qui est je veux calculer le produit scalaire entre deux vecteurs de longueur 100, que vous êtes à nouveau 50, comment est-ce qu'on peut faire? Pareil, je vous donne du coup deux composantes de chacun des deux vecteurs à chacun. Chacun de vous peut calculer une partie du produit scalaire qui est juste les produits terme à terme et les sommes entre les deux composantes que je vais donner. Puis ensuite, il faut assembler, faire une réduction, mais cette fois-ci, qui est l'opération associative à faire, ce n'est pas un max, mais c'est une somme. Donc, vous allez sommer partiellement ces différentes composantes des produits scalaires partiels que chacun de vous a calculés pour calculer un scalaire, donc quelque chose qui est vraiment tout petit, c'est juste 64 bits, qui en plus, généralement, a besoin d'être connu par tout le monde pour continuer le calcul. Et des produits scalaires, là, on est dans le même module que résolution de grands systèmes linéaires. Vous avez dû en voir un certain nombre dans les nouveaux algorithmes qui vous ont été présentés cette année. Et si vous regardez donc GMRES, par exemple, GMRES, ça parle à tout le monde, General Minimum Residual. Dans GMRES, vous avez la construction d'une base orthogonale de votre espace de recherche qui est inclus dans l'espace des résidus. D'accord? Et ça, vous le faites avec une procédure qui est due à monsieur Arnoldi. Ça vous parle tout ça? Alors, là aussi, je vais faire une petite digression, mais moi je trouve que c'est intéressant d'avoir une idée des temps physiques qui sont cachés là derrière. Arnoldi, vous savez qui c'est? Parce que GMRES, c'est pas monsieur GMRES, hein. GMRES, c'est le nom de la méthode. Arnoldi, pour autant, c'est le nom de la personne qui a découvert
la méthode qui porte son nom. Alors, la méthode qui porte son nom, c'est juste la procédure qui permet de construire une base orthogonale d'un espace de sorte qu'on ait l'égalité qui s'appelle l'égalité d'Arnoldi et que vous avez dû croiser sous le nom de, enfin, avec les notations AV égale VH. Ça vous parle, ça? Ou plus précisément, AVM égale VM plus 1 H bar M, où VM est la base orthogonale de l'espace de recherche, d'approximation, VM plus 1 est la base orthogonale de l'espace des résidus, qui contient VM, évidemment. Et puis ensuite, H bar M, ben, elle a une structure sympathique qui est Upper-Rosenberg. Ça vous rappelle des choses, ça? Ça, c'est j'aimerais. Alors, peut-être que vous n'avez pas encore vu J'aimerais, excusez-moi. Oui, un peu. J'aimerais, vous l'avez déjà vu ou pas encore? Parce que moi, je vous en parle comme si vous l'aviez vu, mais peut-être pas encore. Mais Ouais. on a plus fait le gradient conjugué. Ah, ok. Bon, alors, ok. Le gradient conjugué, même combat. Hein. Enfin, les deux méthodes sont beaucoup plus proches que ce qu'on peut le penser de prime abord. Hein. Attendez, alors ça, bon, je pense que je vous ferai une petite piqûre de rappel là-dessus parce que les deux méthodes sont en fait assez proches. Il y a juste un truc qui moi, me surprend toujours et que je trouve assez joli, c'est qu'en fait, j'aimerais si vous l'avez vu ou pas encore, parce que sinon je ne vous en parle pas encore, j'attends que notre cours progresse. Si vous l'avez pas vu, on l'a vu un peu rapidement à la fin du cours de système grand. Donc vous êtes censé l'avoir. Ah, ok, d'accord. Alors attendez, je vais essayer de me connecter parce que ça, il faudrait que j'arrive à vous l'écrire, c'est quand même plus simple. Si j'arrive pas, je vais peut-être le faire après la pause. On va peut-être faire la pause de 5 minutes qui me permet de vous connecter avec une tablette pour que je puisse écrire et partager avec vous. Enfin, tout ça pour vous dire que c'est synchronisation, parce que là, je suis parti un peu loin de mes bases, du contenu de la ligne. Ces synchronisations, en fait, vous en avez énormément parce que les algos sur lesquels on aime bien travailler pour avoir les bonnes propriétés mathématiques des objets qu'on manipule, et en particulier les bases orthogonales des espaces dans lesquels on travaille, eh bien, cette orthogonalité, elle est souvent obtenue en faisant des produits scalaires. D'accord, parce que derrière, on a quelque part quelque chose qui ressemble à du Gram-Schmidt. Et que eh bien, ces algos-là qui ont les bonnes propriétés mathématiques pour les objets qu'on aimerait manipuler, ben, ils n'ont pas les bonnes propriétés informatiques pour les calculateurs qui sont censés mettre en œuvre ces algos. Je ne sais pas comment vous voulez faire un petit break maintenant de 5 minutes pour prendre un café ou...